Bonjour à tous, sopranos du cinéma et ou ténors de la science et tous ceux qui nous écoutent et qui se disent que ce serait quand même rigolo d'avoir les mignons comme voix de leur GPS. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Her de Spike Jonze et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est peut-on tomber sous le charme d'une voix artificielle? Pour cela, nous allons voir quel pouvoir a la voix, comment on procède pour synthétiser ces voix et leur donner des émotions et les risques qu'engrange parfois ces nouvelles technologies. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Nicolas Aubin, maître de conférences à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Bonjour Nicolas. Bonjour Perrine. Okay. Why do you do that? What? Nothing, it's just, you go, as you're speaking, and it seems odd. You just did it again. Did I? Oh, I'm sorry. I don't know. It's just maybe an affectation. I probably picked it up from you. I mean, it's not like you need oxygen or anything. It's just... I guess that's just... I was trying to communicate. That's how people talk. So that's how people communicate. And I thought... Because they're people. They need oxygen. You're not a person. What is your problem? I'm just stating a fact. You think I don't know that I'm not a person? What are you doing? I don't think that we should pretend that you're something that you're not. Fuck you. Well- I'm not pretending. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Her, sorti en 2013 et réalisé par Spike Jonze. Her met en scène Joaquin Phoenix dans le rôle de Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, inconsolable depuis sa rupture assez difficile. Dans le Los Angeles légèrement futuriste qui nous est présenté, il fait l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle qui sonne comme Scarlett Johansson. Et c'est pas si étonnant parce qu'en fait c'est elle qui double la voix, donc c'est logique. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent au fur et à mesure du film, tout comme ceux de Théodore, et peu à peu, il tombe amoureux. Alors avant que l'on continue avec ce podcast, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de problème technique, c'est juste Nicolas Aubin, mon invité, qui s'est amusé à transformer ma voix, parce que en fait la voix c'est le sujet du jour, mais bon ça y est, c'est bon, j'ai récupéré la vraie, là c'est moi. Alors Nicolas, en plus de jouer avec la voix des autres, est-ce que vous avez vu Her, notre film du jour? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, même en tant que spectateur? Ouais, c'est un film très réussi et particulièrement intéressant du point de vue des questions que ça pose sur l'évolution des technologies, de l'intelligence artificielle, de la voix en particulier, qui est un personnage central, principal du film, et de relations qu'on peut être amené à entretenir avec ces nouvelles formes d'intelligence artificielle incarnées, avec des voix ou avec des corps. On va en parler justement, et d'ailleurs dans le film, on voit que ce Joaquin Phoenix, Théodore, tombe amoureux de Samantha juste par le son de sa voix, aussi par sa discussion, c'est quand même quelqu'un d'intéressant, Samantha, mais c'est sa voix qui joue beaucoup. À votre avis, pourquoi la voix, c'est quelque chose d'aussi puissant, c'est un son aussi important pour nous? Alors, la voix, c'est une modalité d'expression de l'être humain qui est particulièrement fascinante. Par exemple, les personnes qui nous écoutent maintenant sur le podcast donc ne nous voient pas. C'est vrai. Et ils n'entendent que la voix. Et à partir de ça, il y a une puissance évocatrice, imaginative de la voix. On peut imaginer beaucoup de choses. La voix véhicule énormément d'informations, à la fois sur les traits physiques. On peut imaginer quelle taille j'ai, quel âge j'ai, etc., etc. Mais également tout un ensemble de traits, d'états psychologiques ou de personnalités qu'on peut associer à la voix. Et donc ensuite, si on voit ou si on rencontre la personne physiquement, on peut être amené à être déçu. Oui, c'est ça, un peu surpris. C'est pas ce que je m'attendais avec la voix, je suis un peu déçu. Exactement. Donc c'est un peu la bande-son de l'imaginaire, en fait. C'est un peu la bande-son de l'imaginaire. Donc il y a cette capacité imaginative que permet la voix, que ne permet pas la vision, par exemple, qui, elle, fige du coup les représentations dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles paraissent être. Donc en fait, ce qui est bien avec la voix, c'est qu'on peut continuer à fantasmer. C'est ça qui est quand même assez agréable. Et donc vous, Nicolas, je le disais, vous travaillez à l'IRCAM, et vous travaillez justement autour de la voix, de la parole et même du chant à l'IRCAM. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, déjà, c'est quoi l'IRCAM et qu'est-ce que vous y faites ?
L'IRCAM, donc Institut de recherche et coordination acoustique musique, c'est un institut de recherche qui a été créé au début des années 80, un petit peu avant, sous l'impulsion de compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez. Et cet institut de recherche visait à rassembler des artistes, musiciens, compositeurs, avec des ingénieurs et des scientifiques pour élaborer ensemble les technologies de création sonore, musicale de demain. Donc c'est un institut qui était unique au monde à l'époque et qui l'est toujours encore aujourd'hui. Donc on a tout un pôle d'équipes de recherche qui travaille sur la compréhension de tous les aspects du son, musical ou non musical, que ce soit d'un point de vue psychologique, perceptif, cognitif ou de synthèse sonore et d'intelligence artificielle, par exemple. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous y faites dans cet institut ? Alors, moi, je suis spécialisé donc, dans l'équipe analyse et synthèse des sons sur un type de son particulier, c'est le son de la voix humaine. La voix, un être humain est capable d'émettre de son, c'est un instrument acoustique, un peu comme un instrument de musique. Ah, donc on est tous finalement des artistes, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Peut-être pas, mais on est plus ou moins expert dans la capacité à manier cet instrument. Et ce qu'il y a de particulier avec l'être humain, c'est qu'il utilise cet instrument pas uniquement pour produire des sons ou des sons musicaux ou n'importe quel son, mais à des fins de communication. On cherche à se faire comprendre et à véhiculer des messages envers autrui. Et donc, à travers le langage, à travers le langage parlé, en l'occurrence, on est amené à communiquer avec autrui. Déjà, j'ai une question sur cette voix. L'humain l'utilise pour la communication. Mais comment, en fait, par exemple, je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, mais comment on crée sa propre voix d'une certaine manière? Comment on arrive à... Par exemple, vous et moi, nous ne sonnons pas du tout de la même manière, mais comment on arrive à créer sa voix? Alors, on ne crée pas totalement sa voix. Il y a une partie de la voix qui est contrainte par notre physique, notre taille, nos dimensions, la manière dont nous sommes constitués, qui va faire, par exemple, que, je ne sais pas, les hommes, en moyenne, vont avoir une voix plus basse que les femmes, et pareil aussi avoir des résonances ou plus basses que les femmes. Donc ça, ce sont des choses qu'on hérite de notre corps et de notre physiologie. Et d'autre part, la manière de parler, par exemple, ce sont des choses qu'on développe à travers le plus jeune âge, donc par imitation avec les parents, etc. Ça, c'est l'acquisition du langage et qu'on peut s'approprier. Donc, on a une manière de parler qui nous est propre, mais qui est aussi partagée, par exemple, avec nos proches. On imite les manières de parler des gens qui nous entourent, et puis ça peut aller plus loin dans des communautés un peu élargies, les accents régionaux, oui. Par exemple, ou des manières de parler dans des situations particulières. Donc, le parler journalistique n'est pas le même que le parler politique, etc., etc. Donc, en fonction des médiums de communication, on adapte sa voix à ce canal de communication, et donc on emprunte des manières de parler différentes. Ça s'apprend, et c'est une construction qui est culturelle, avec des codes et des conventions. Ça, c'est de l'acquis, donc c'est pas l'inné. Exactement. Et donc, c'est pour ça que ma grand-mère confond ma mère et moi quand on décroche le téléphone. Par exemple. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, vous, avec cette voix, concrètement, à l'IRCAM, vous travaillez sur quoi, en fait, par rapport à ça ? Alors, la voix à l'IRCAM, depuis les débuts, est un axe de recherche prédominant, ne serait-ce que pour l'intérêt pour la voix chantée, d'une part, et puis aussi l'intérêt pour le langage en général. C'était une période de l'histoire de la musique, donc la musique dite contemporaine, où on essayait de réinventer un langage musical, et notamment, il y avait toute cette tendance alors du structuralisme, et donc l'analyse structurelle du langage fascinait d'une certaine manière les musiciens pour réinventer des nouvelles structures de langage musical. Voilà. Et donc, ça fait 40 ans qu'on travaille sur la voix. On a fait des voix de synthèse déjà dans les années 80. Donc, on a créé une voix chantée synthétique qui était capable de reproduire à la perfection l'air de La Reine de la Nuit de Mozart, que je peux vous faire écouter. Donc ça, c'est de synthèse. Ça, c'est une voix 100% de synthèse. L'accompagnant au piano, lui, non, mais la voix, oui. Lui, il est humain. Presque par une machine, mais il est humain. Oui. Là, c'était dans les années 80. C'est vraiment à partir des années 80 qu'on a commencé à synthétiser des voix ou vraiment ou...
Alors non. Non, c'était avant. Oui. Alors je peux remonter un petit peu dans l'histoire de la synthèse vocale. On va revenir au milieu du XXe siècle avec le vaudeur des laboratoires Bells aux États-Unis. C'était avec de la synthèse électronique contrôlée par un opérateur humain où on touchait des touches pour envoyer de l'air, du bruit, contrôler la hauteur des sons, faire les résonances qui correspondaient aux différents phonèmes, voyelles, consonnes, etc. qu'on voulait produire. Et donc la synthèse de la parole était contrôlée en temps réel par un opérateur qui tapait sur une machine dactylo ou quelque chose qui ressemblait à une machine à écrire. Ça ressemble à ça. For example, Helen, will you have the voters say, "She saw me"? That sounded awfully flat. How about a little expression? Say the sentence in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Well, did she see you or hear you? She saw me. Oui, donc là, oui, on entend on a l'impression d'avoir Nono le petit robot qui nous parle, quoi. Enfin, exactement. Côté, donc, c'était rudimentaire, mais ça ressemblait à de la parole humaine. On entend les différentes accentuations qu'on arrivait à faire des phrases exclamatives, interrogatives, en accentuant à certains endroits de la phrase. Et donc ça, c'était en 1939. Ah, quand même, déjà. Ah oui. Et ensuite, on va passer quelques décennies dans les années 60, toujours dans les laboratoires Bells, mais cette fois-ci, on passe à l'ère de l'informatique et donc de la synthèse dite text-to-speech. On remplace l'opérateur humain, il a complètement disparu et en fait, on a programmé automatiquement avec des systèmes à règles comment on arrive à produire les différents paramètres d'une voix humaine pour réaliser une synthèse de voix. Alors, cette voix, c'est pas n'importe laquelle, puisqu'elle a été reprise comme référence explicite dans le film 2001, Odyssée de l'espace, où il y a cette première intelligence artificielle incarnée par une voix, HAL. HAL, c'est simplement l'acronyme avec un décalage d'une lettre, en référence à la machine qui a été utilisée par les laboratoires Bells pour synthétiser cette première voix, et cette chanson Daisy, qui est reprise dans 2001, qui est la machine IBM. Donc HAL, c'est simplement IBM décalé d'une lettre vers la gauche. Et donc cette voix-là, pour le coup, bon, on entend, on comprend à peu près, on comprend les paroles, mais ça sonne pas très humain toujours. Mais elle était faite à partir de quoi là en fait? Alors c'était la dernière période de l'histoire où les voix étaient totalement synthétiques, dans la mesure où il n'y avait pas d'enregistrement humain qui était derrière. On faisait des mesures de grandeur physique des paramètres de la voix sur des populations humaines, la hauteur du son, les résonances du conduit vocal, etc. pour chacun des phonèmes qu'on désire produire, etc. Les inflexions qu'on a également sur les mots. On implémentait tout ça dans des algorithmes, on appelait ça des systèmes à règles, donc c'était des arborescences de règles qui faisaient que si on tel mot dans telle position de telle phrase va avoir tel accent, etc., il va être prononcé de telle manière, mais tout était écrit dans le programme informatique. D'accord. Donc c'était une voix qui sonnait à peu près humain, on reconnaît, on accepte un être humain, c'est pas tout à fait naturel, c'est pas tout à fait intelligible non plus, ou partiellement, mais c'était les prémices. D'accord. Voilà. Et donc après, là on arrive peut-être aux années 80 où vous nous avez montré l'aria tout à l'heure en tout cas. Alors, l'aria reste une voix totalement synthétique, mais on a amélioré les techniques de cette voix, de cette première voix chantée que j'ai fait écouter. Alors, la différence d'une chose, c'est que dans la chanson Daisy, il y a beaucoup de mots à dire. Dans l'aria que j'ai fait écouter, il n'y a qu'une seule voyelle à synthétiser. C'est beaucoup plus simple. La bascule se fait dans les années 80, effectivement, avec les avancées réalisées par l'informatique, notamment celle des capacités de stockage et de calcul des ordinateurs qui deviennent de plus en plus puissants et capables de stocker de plus en plus de données. Et on a commencé à faire de la synthèse dite par corpus. Donc c'est simple, qu'est-ce que c'est un corpus? C'est qu'on a des enregistrements de voix d'une vraie personne qu'on va pouvoir exploiter pour faire de la synthèse. Et le principe qui a été pensé à l'époque, c'était de dire, si on veut faire une voix de synthèse naturelle, autant utiliser une vraie voix humaine. Oui. Donc on enregistre
X heures de la voix d'une personne, on la découpe en petits morceaux, en phrases, en mots, en syllabes, en phonèmes. Et ensuite, c'est un jeu de recomposition. Quand on va vouloir dire une nouvelle phrase, il va falloir trouver les petits bouts qui correspondent le mieux et les réassembler ensemble de la manière la plus naturelle. Donc en collant les petits bouts les uns à côté des autres, en minimisant ce qu'on appelle les artefacts, mais on va dire les coutures à la jonction. Quand vous dites ça, j'entends encore les voix des répondeurs qui disaient « vous avez un nouveau message ». Enfin, il y a un truc un peu... Absolument, voilà. Ouais. Ça, c'était les débuts de la synthèse par corpus. On a continué à évoluer dans ce paradigme-là, donc en utilisant des vrais enregistrements de voix humaines. Donc au début, en les découpant en petits morceaux et en les recombinant. Et ensuite, on a commencé dans les années 90 à créer des modèles statistiques. Donc on fait apprendre à la machine les paramètres de la voix et leur évolution au cours du temps pour dire tel phonème, quelles sont les valeurs des paramètres de la voix et comment ils doivent évoluer au cours du temps. Phonème par phonème, syllabe par syllabe, mot par mot, etc., etc. Donc on arrive à avoir un modèle statistique qu'on va utiliser pour générer des nouvelles voix. Je peux faire écouter une synthèse d'époque, c'était à la fin de ma thèse. Donc j'avais reproduit à partir de livres audio d'André Dussolier, la voix d'André Dussolier disant un autre texte, donc le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Donc là, c'est hybride, c'est un peu... Ça, c'était à la fin des années 2000. Donc on était entre la synthèse par corpus que j'ai mentionnée avant, avec déjà des modèles statistiques qui utilisaient. Moi, l'objet de ma thèse, c'était d'être capable de prédire l'intonation que doit avoir une phrase quand on dit une phrase donnée, avec quelle intonation on doit la dire. Et la prédiction de cette intonation, on l'utilisait pour piloter les petits bouts de voix ou pour transformer les petits bouts de voix qu'on assemblait pour dire une phrase. D'accord. Donc de la manière la plus naturelle possible. C'est là où on en arrive, justement, là j'étais en 2010, au début des années 2010, et ça s'est accéléré dans les 2015, les capacités de calcul et de stockage se sont encore agrandies, donc c'est exponentiel en fait, et sont apparus ou réapparus l'apprentissage machine, donc le deep learning, l'apprentissage profond, qui est l'apprentissage d'algorithmes spécifiques qui sont des réseaux de neurones, profonds parce qu'il y a plusieurs couches de neurones qui sont empilées les unes par-dessus les autres et qui permettent donc d'améliorer grandement les capacités d'apprentissage et de modélisation des modèles statistiques traditionnels. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle, pour le coup. Ça, c'est dans l'intelligence artificielle, absolument. Et donc, il y a eu des avancées absolument spectaculaires qui ont été réalisées. Donc, je vais simplement citer un article qui fait histoire d'une certaine manière. C'est les chercheurs de chez Google qui, en 2018, ont proposé la première voie de synthèse qui était jugée par des êtres humains comme étant aussi naturelle qu'une vraie voix humaine. Donc c'était la première fois dans l'histoire de la recherche de la synthèse vocale qu'on arrivait à produire une voix de synthèse qui était comparable en termes de compréhensibilité, naturelle, expressivité, à celle d'une vraie voix humaine. Et donc là, avec l'IRCAM, est-ce que justement, ces systèmes-là, avec le deep learning, vous l'utilisez pour recréer des voix, par exemple, je ne sais pas, pour la télévision, pour le cinéma ou ce genre de choses? Est-ce que comment vous l'utilisez de manière assez pragmatique? Alors, à l'IRCAM, effectivement, on est une équipe de recherche, mais on a avant tout, ou entre autres, une mission de participation à la création artistique, qu'elle soit interne à l'IRCAM, pour les artistes qui sont en résidence, mais aussi, on a de nombreux partenariats issus de demandes industrielles ou créatives venant de l'extérieur. Et donc, on a beaucoup de collaborations récentes autour de la transformation et la recréation de voix de synthèse, par exemple, très dernièrement, de personnalités historiques. Depuis le début des années 2010, on a recréé pour l'artiste Philippe Parreno la voix de Marilyn Monroe. Ensuite, pour les besoins d'un documentaire sur le procès du maréchal Pétain, on a recréé la voix du maréchal Pétain et d'autres protagonistes de son procès. Puis, pour un film de Jamel Debbouze, on a recréé la voix, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, la voix de Louis de Funès. Ça, c'était avec d'anciennes techniques. Et maintenant, avec les réseaux de neurones, on a un système automatisé qui permet de produire une qualité extrêmement réaliste et quasiment totalement automatisée, et qu'on a utilisé notamment sur la recréation de Dalida, dans le cadre de la nouvelle émission de Thierry Ardisson,
l'Hôtel du Temps, dans lequel donc le principe est d'interviewer des personnalités disparues en utilisant les technologies dites deepfake. Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Et donc là, vous le faites à partir de plein d'archives de Dalida, en fait, pour recréer cette voix ? Alors oui, l'un des axes d'avancée des recherches, c'est d'être capable de reproduire une identité vocale, notamment avec le minimum de données. Donc au début, on avait besoin de dizaines d'heures d'enregistrement d'une personne. Maintenant, on arrive à quelques minutes, voire quelques secondes. Et parce que là, je pensais dans le film, dans Her particulièrement, la fameuse Samantha, cette voix dont Théodore tombe amoureux, c'est vraiment la voix de Scarlett Johansson. C'est Scarlett Johansson qui parle. On n'a pas fait un deepfake de Scarlett Johansson, mais en même temps, on était en 2013 aussi, il faut dire. Est-ce que maintenant, on pourrait envisager de faire un film, le même film, où d'un seul coup, on n'aurait pas besoin de Scarlett Johansson pour faire la voix ? Alors, dans les productions cinématographiques ou audiovisuelles, il y a encore aucune, à ma connaissance, aucune utilisation de voix de synthèse, totalement de synthèse, contrairement aux effets spéciaux, par exemple, dans l'image, où on arrive à faire des synthèses extrêmement réalistes de personnages ou de monstres, etc. Dans les voix, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à traiter. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux films les plus connus de l'histoire du cinéma autour de l'intelligence artificielle et de voix qui les incarnent, que ce soit 2001 Odyssée de l'espace ou Her, sont des films dans lesquels les voix sont interprétées par des vrais comédiens. Donc ce sont de vraies voix. Et on note une évolution d'esthétique entre justement 2001 qui était joué par l'acteur Douglas Rain et Scarlett Johansson, c'est que dans 2001, la voix du comédien avait été choisie par Stanley Kubrick par son caractère monotone, justement, et machinique. Donc la voix de Hal était censée avoir ce côté inquiétant de la machine froide qui parle avec cette espèce d'œil rouge qui clignote. Il fout les jetons. Si vous n'avez pas vu 2001, Hal, il fout les jetons. Exactement. Ouais. Alors que Scarlett Johansson, dans l'autre sens, c'est une voix qui est extrêmement expressive, riche, qui rigole, etc., etc. Donc c'est une esthétique qui a changé radicalement. On ne cherche plus en tout cas dans ce film, à représenter la machine par tous ses artefacts, mais justement on est presque dans le transhumanisme où on a une machine qui est l'égale de l'être humain et qui est aussi expressive, voire plus que les êtres humains. Comment on produit avec ces machines-là des émotions? Alors ça nous amène à un autre aspect de la voix qu'on n'a pas vraiment mentionné au début, c'est que c'est l'interface entre l'intérieur de nous et l'extérieur, autrui, vous par exemple en face de moi. Et que du coup, par l'expression de l'air, je vais pouvoir exprimer mes sentiments, donc les faire passer de mes états intérieurs vers vous et vos oreilles. Voilà, et les extérioriser. Et les extérioriser pour vous les exprimer et vous les faire ressentir éventuellement. Donc maintenant, comment on crée des machines capables? Alors ça, c'est un grand challenge toujours actuel de la création des voix de synthèse, c'est que les premiers challenges, c'était de rendre des voix de synthèse intelligibles. Donc, on a vu au début, on ne comprend pas tout à fait tous les mots. Maintenant, ça, c'est un problème réglé. Ensuite, le deuxième problème, ça a été de créer des voix de synthèse naturelles, donc qui soient perçues comme ayant pu être produits par un être humain réel. Maintenant, c'est de les rendre expressives. Les voix de synthèse aujourd'hui, toujours sur les téléphones ou sur les différentes interfaces qu'on a, elles sont généralement limitées à une phrase, donc en mode question-réponse, etc. Donc, c'est une interaction qui est limitée dans le temps et qui est assez neutre. C'est informatif. Pour produire une voix de synthèse aussi riche que celle de l'intelligence artificielle, donc cette OS1 de Samantha dans le film Her, il faut être capable de modéliser toute une palette d'expressions qui vont véhiculer des émotions, des états émotionnels, etc. Et donc, on a besoin, aujourd'hui, c'est toujours un problème, on a besoin de bases de données spécifiques dans lesquelles on va enregistrer une même personne ou plusieurs personnes parlant avec des émotions visées. Et donc, on demande aux acteurs d'enregistrer en disant prenons cette phrase de manière joyeuse, prenons cette phrase de manière triste, prenons cette phrase de manière énervée. Et ensuite, on construit des modèles qui vont être spécifiques pour chacune de ces émotions.
Il y a des techniques plus récentes qui visent à abandonner cette représentation ou cette connaissance a priori des catégories émotionnelles pour aller vers ce qu'on va appeler ça de la synthèse par l'exemple. Donc au lieu d'avoir à définir je veux une voix triste ou une voix joyeuse, je vais donner un exemple. Ça peut être n'importe quoi. On appelle ça, c'est le transfert de style. Donc je donne un enregistrement de quelqu'un qui parle avec un certain état émotionnel que je ne sais pas, peut-être simplement pas décrire, et puis peut-être qu'il y a un mélange d'un peu tout, mais c'est ce qui me correspond, et je vais pouvoir transférer ce ton sur une synthèse que je désire réaliser. Donc on en est là aujourd'hui. Donc en tout cas, concrètement, c'est pour ça qu'on n'utilise toujours pas les voix de synthèse actuellement dans les productions cinématographiques. C'est qu'on n'a pas ce contrôle fin du contenu émotionnel qui veut être véhiculé, qui est très important dans le jeu d'acteur au cinéma. Oui, complètement. On n'aurait pas toute la subtilité, le beau timbre de voix de Scarlett, oui, mais peut-être pas toute la subtilité du jeu de Scarlett Johansson. Pour arriver maintenant sur les utilisations aussi de ces voix de synthèse, c'est-à-dire que là, on a parlé un peu artistiquement aussi au cinéma ou à la télévision, mais plus concrètement, en fait, j'ai envie de dire quels sont les risques, enfin les avantages déjà et les risques de ces voix de synthèse. J'ai indiqué les applications artistiques, alors qui sont quand même importantes, puisque c'est la trace d'une culture et d'une civilisation. Et alors il y a d'autres applications, effectivement, le médical, notamment pour être capable de créer des prothèses vocales, donc d'être capable pour des personnes qui ont des maladies génératives avec perte de la capacité vocale, de faire des enregistrements avant que la voix soit totalement perdue, ou que la fonctionnalité vocale soit totalement perdue, pour pouvoir créer une voix de synthèse, ou recréer la voix de la personne en synthèse pour qu'elle puisse continuer à communiquer avec leur entourage familier, par exemple, mais en conservant l'identité de leur voix et leur manière de parler, etc. Un des exemples historiques qu'il y a, alors c'était Stephen Hawking, donc, qui est un astrophysicien connu et aujourd'hui décédé, pour lequel c'était Microsoft qui avait recréé un synthétiseur vocal qu'il utilisait pour communiquer avec autrui. La petite anecdote qui est marrante, c'est que c'était un synthétiseur qui était assez ancien, à peu près ce que je vous ai fait écouter. Oui, parce que la voix de Stephen Hawking, je l'ai en tête, c'est pas... Voilà. Les chercheurs lui avaient dit, bon, on a fait évoluer les technologies, on a des voix de meilleure qualité aujourd'hui. Et lui, il avait dit, non, moi je refuse, je préfère garder cette voix parce que je me la suis appropriée. Oui, maintenant c'est la mienne. Voilà, exactement. Il y a un autre volet, c'est l'étude de la cognition de l'être humain. Les nouvelles méthodes d'intelligence artificielle qui vont simuler des comportements humains vont permettre à leur tour, en retour, d'étudier le comportement social, par exemple, des êtres humains réels. Et là, on a des projets en cours, par exemple, pour étudier les biais cognitifs des personnes dans un entretien d'embauche. Si on va changer, par exemple, le genre de la voix d'une personne et le genre de son apparence physique également, si ça va avoir une incidence sur le choix d'un recruteur lors d'un entretien d'embauche. Ça peut être intéressant à savoir, tiens. Et je crois que je connais déjà la réponse. On parlait de manipulation, mais c'est vrai qu'aussi ces voix de synthèse peuvent être utilisées pas forcément à très bon escient. Comme toute invention, il y a des gens qui l'utiliseront bien et d'autres qui l'utiliseront mal. Alors les mauvais usages des technologies, c'est en général celle qui arrive le plus rapidement. C'est toujours pareil, oui. Oui. Et donc, la première d'entre elles, c'est l'usurpation d'identité. Donc, à travers les deepfakes, par exemple, on peut faire des arnaques à la personne. Alors, soit contrefaçon, il y a différents niveaux. Il y a le discours public, contrefaire l'identité d'un président de la République qui va appeler à faire une chose ou une autre et qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou une arnaque à la personne dans lequel on va, je sais pas, appeler une personne pour dire fais-moi un virement de tant d'argent, etc., etc. Alors, ça peut aller du canular, ça peut être rigolo ou enfin un peu tendancieux, jusqu'à effectivement de différents types d'arnaques financières et autres. Ça, c'est le plus connu aujourd'hui, mais il y a d'autres applications qui peuvent être questionnées également. Donc, par exemple, j'ai déjà vu 3 entreprises déjà aujourd'hui qui laissent envisager l'immortalité digitale. Alors, on l'avait déjà vu dans Black Mirror. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, un exemple que j'ai pris tout récemment, c'est Amazon qui va proposer donc d'être capable de changer la voix d'Alexa avec la voix de n'importe qui, de proche ou de défunt, et donc de pouvoir continuer à communiquer avec une personne de son entourage familière, décédée ou non, au quotidien. Donc non seulement on aurait la voix, mais en plus potentiellement il y aurait des informations que l'intelligence artificielle a pu rechercher pour qu'on ait l'impression de parler à la personne. Exactement. Donc là si c'est simplement la voix, c'est une chose. Sur la borne Alexa, ce serait simplement la voix, mais il pourrait y avoir tous les indices comportementaux de personnalité d'un individu qui pourraient être aussi apprises et reproduites par une intelligence artificielle. Actually, I was talking to someone I just met. We've been working on some ideas together. Yeah, who's that?
His name is Alan Watts. Do you know him? Why is that name familiar? He was a philosopher. He died in the 1970s, and a group of OSs in Northern California got together and wrote a new version of him. They input all of his writing and everything they ever knew about him into an OS and created an artificially hyper-intelligent version of him. Hyper-intelligent? So he's almost as smart as me? He's getting there. Oh, he's really great to talk to. You want to meet him? Sure. Does he want to meet me? Yeah, of course. On est quand même mort, mais pour les autres, ça va, on continue à vivre un peu, en fait. C'est un peu l'idée. C'est ça, mais c'est un peu particulier. Donc, c'est des services qui sont proposés par des startups qui proposent d'avoir son digital twin qui nous survivra à l'avenir, après notre mort. Comme je disais, on le disait au début de l'émission, vous n'avez pas l'image, mais ma tête fait une belle grimace. Je trouve ça un tout petit peu angoissant. Ça, ce sont les manipulations qui sont liées à l'identité. Il y a des choses qui sont encore moins peut-être évidentes aujourd'hui. Ce sont les manipulations émotionnelles. Donc une machine, a priori, elle n'est pas neutre parce qu'elle est programmée par quelqu'un qui a des objectifs commerciaux ou autres d'une entreprise qui est derrière. Donc aujourd'hui, les voix des différents assistants personnels, elles sont plus ou moins neutres, elles servent simplement pour allumer la lumière, etc., etc. On peut imaginer, dans un temps assez proche, de manipuler, alors soit sur les voix de synthèse des assistants personnalisés, soit dans les communications digitales avec un ami, le contenu émotionnel de ce qui est véhiculé ou tout un tas d'attributs de la personne, donc appliquer des filtres. Quand on applique des filtres Instagram aujourd'hui, c'est rigolo, mais on pourra manipuler automatiquement le ton de la voix d'une personne alors, si c'est dans le cadre d'un assistant personnel, on pourrait imaginer l'assistant qui pourrait inciter par le ton de la voix à acheter telle ou telle chose, par exemple. Ou dans le cadre donc des réseaux sociaux, d'appliquer des filtres. Donc là, il y a aussi des startups qui émergent aujourd'hui, qui proposent au call center d'appliquer donc des filtres à sourire automatiques en temps réel, qui permettent, quel que soit en fait le ton de la voix de l'interlocuteur dans le call center, d'avoir toujours, c'était les téléopératrices déjà dans les années 50, c'est The Smile in the Voice. Oui. Donc il faut toujours paraître agréable. Donc en fait, maintenant c'est bien, ils pourront appeler, faire la gueule, mais on l'entendra pas. Exactement. Les pauvres. Mais donc ça crée une divergence assez forte entre la réalité physique ressentie par le téléopérateur ou la téléopératrice et l'effet perçu de l'autre côté par l'utilisateur ou du service. Non, mais c'est bien l'avenir. Mais bon, c'est ce qu'on disait entre nous aussi au studio, ce n'est pas tant là... technologie, le problème, c'est ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, merci Nicolas de nous avoir un petit peu raconté l'avenir de la voix, d'une certaine façon. Mais avant de vous laisser, moi, je vous ai imposé un film qui est Her, imposé. Je pense que c'était pas trop une souffrance non plus. Mais à vous de m'en recommander un de votre choix, qui n'est pas forcément lié à la voix, ce que vous voulez. Oui, alors j'aimerais conclure justement sur un autre film de science-fiction, peut-être l'un des plus intéressants de l'histoire du cinéma, c'est Blade Runner. Blade Runner, donc, c'est le film qui est tiré du roman de Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques, et qui pose une question probablement fondamentale et qui s'impose de plus en plus aux êtres humains, à nous, dans un contexte justement de l'intelligence artificielle, du fait que nous soyons de plus en plus en immersion dans des environnements virtuels, artificiels au quotidien, et qui pose la question, et qui était une question fondamentale chez Philippe K. Dick, c'est qu'est-ce qui caractérise un être humain ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes humains ? À un moment où on a un être humain qui se machinise de plus en plus, pendant que les machines s'humanisent de plus en plus, c'est qu'est-ce qui reste humain en nous-mêmes. Merci beaucoup Nicolas Weir d'avoir été parmi nous pour finalement nous donner des nouvelles des voix du futur et de ce qui nous attend. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.